je suis convaincu que nous aurons une adoption de la directive sur les salaires minimums dans les prochains mois, que nous aurons une régulation dans les années qui viennent sur les travailleurs des plateformes partout en Europe, et que nous aurons même, j'en suis convaincu, ça prendra peut-être encore quelques mois, j'espère pas quelques années, une nouvelle réforme du travail détaché qui ira plus loin dans l'harmonisation sociale. Quand on regarde le projet européen aujourd'hui, et quand on voit notamment un certain nombre de pays de l'Est, vous êtes exprimé souvent sur des problèmes fondamentaux de liberté ou de valeur, est-ce qu'on ne retrouve pas les mêmes sujets en matière sociale? C'est-à-dire qu'on a des syndicalismes ou des fonctionnements de patronat à l'Est de l'Europe qui ne sont pas tout à fait dans la culture d'un certain nombre de pays historiques. Et donc, dans l'histoire de la construction européenne, souvent, la notion de cercle concentrique ou d'approche à quelques pays a été évoquée. Quel est votre sentiment? Est-ce que sur ces sujets sociaux, à un moment donné, il peut y avoir un groupe de pays leaders où il faut en permanence essayer d'embarquer les 27 dans une dynamique de plus-value et de gain collectif? Il faut toujours essayer d'embarquer le maximum de pays, mais moi je suis en général un grand apôtre de la différenciation. Parce que je ne crois pas que ce soit la fracture et la désunion, au contraire, c'est l'union qui agit. Parce que quand il y a quelques pays qui lancent une initiative, l'histoire montre que quelques mois, quelques années, parfois quelques décennies plus tard, tout le monde a envie d'être à bord. Mais si on avait attendu tout le monde le premier jour, on n'aurait sans doute pas fait l'euro, Schengen, l'Europe de la défense qui commence aujourd'hui à porter ses fruits, etc. Cela dit, en matière sociale, je suis prudent. Pourquoi? Parce que le but, c'est justement d'embarquer, et non pas d'exclure, des pays qui créent, ou qui vivent parfois d'une forme de concurrence sociale vers le bas. Et donc, si vous faites l'Europe sociale avec le Danemark, l'Allemagne, c'est très bien. Mais nos partenaires danois ou allemands, par exemple, ont déjà des standards sociaux très élevés. Donc, on n'a pas vraiment besoin de les embarquer vers le haut. À la limite, ce n'est pas eux qui nous posent des problèmes de concurrence sociale débridée au sein de l'Europe. En revanche, il faut avoir les pays de l'Est. Ce qu'on a vu dans la réforme du travail détaché, c'est que parfois c'est difficile, mais c'est possible. Et c'est pas comme la fiscalité, parce que c'est une matière où beaucoup de décisions se prennent à la majorité qualifiée. Et donc vous pouvez avoir une longue discussion, mais sur la réforme du travail détaché, on a réuni une majorité forte avec des pays de l'Est, donc c'est possible, si on investit politiquement, si on leur explique aussi que c'est leur intérêt de converger socialement. C'est pas contre la Bulgarie, la Hongrie ou la Pologne qu'on fait ça, qu'on fait l'Europe sociale. Au contraire, c'est bon pour leurs travailleurs et les syndicats de ces pays soutiennent tout l'agenda social de la Commission européenne. Donc, il ne faut pas caricaturer. Bien sûr, ils sont préoccupés par le rythme de cette convergence. Un certain nombre de secteurs économiques ou de chefs d'entreprise, parfois dans ces pays-là, ou de gouvernants, estiment que cette Europe sociale met en risque leur modèle économique, mais ils savent très bien, c'est le sens du projet européen, que leur modèle économique doit être dans une transition vers le haut, vers plus de droits, vers plus de protection, vers moins de dumping, c'est évident. Et on peut le convaincre. Et on peut convaincre aussi en expliquant que si on ne fait pas cette convergence, c'est tout le marché unique qui est mis en danger. Parce qu'en France, et c'est normal, des travailleurs qui voient parfois leur secteur économique, dans l'automobile ou dans d'autres secteurs, se transformer, parfois un certain nombre de sites de production fermés ou réduire la voilure en termes d'emploi, c'est très douloureux, ne peuvent pas accepter que dans le même temps, d'autres pays avec d'autres règles recréent des usines et leur créent de la concurrence. Ça, c'est pas possible au sein de l'Europe. Ça a existé, ça existe encore, beaucoup moins, et on doit se battre contre ça, et c'est l'intérêt collectif, parce que sinon, nous aurons des Brexit en Europe, d'une façon ou d'une autre. Et si on a engagé la réforme du travail détaché dans la campagne électorale, puis quand le président de la République est arrivé aux responsabilités en 2016-2017, c'était aussi une réponse au Brexit. En disant, non pas comme une menace, mais comme un constat, à nos partenaires d'Europe centrale, d'Europe orientale, regardez ce qui se passe quand des travailleurs de certains pays ont l'impression, parfois c'est exagéré, mais ont l'impression qu'il y a de la concurrence excessive, sauvage, qu'il n'y a pas de protection sociale, que l'Europe est devenue une forme de jungle ou de marché sans règles. Si cette Europe reste un marché sans règles, sans Europe sociale, alors je suis convaincu qu'elle se délitera. Et donc, prenons conscience que nous pouvons l'éviter par une Europe sociale beaucoup plus forte. Donc on a plutôt intérêt, je crois même qu'on a fortement intérêt, à ne pas faire sur ce sujet social des petits cercles qui seraient confortables entre eux, alors que le but, c'est justement que sur le marché unique, dans toute l'Union européenne, on ait ces règles sociales, et c'est possible. Moi, je suis convaincu que nous aurons une adoption de la directive sur les salaires minimums dans les prochains mois, que nous aurons une régulation dans les années qui viennent sur les travailleurs des plateformes partout en Europe, et que nous aurons même, j'en suis convaincu, ça prendra peut-être encore quelques mois, j'espère pas quelques années, une nouvelle réforme du travail détaché qui ira plus loin dans l'harmonisation sociale.